Bonjour, goedemorgen. Deze nieuwe persconferentie op maandag 5 oktober, waarin we jullie een stand van zaken geven van de pandemie COVID-19 in ons land. En daarvoor geef ik het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. We beginnen met de cijfers van de afgelopen week. De voorbije dagen stellen we jammer genoeg opnieuw een versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen. De stabilisatie die we vorige week misschien nog in het vooruitzicht hadden, heeft zich dus niet doorgezet. Integendeel, we zien opnieuw een duidelijke stijging van het aantal gevallen en we zien dat in alle provincies en bij alle leeftijden. Het Belgisch traject volgt goed de evolutie die we ook in Nederland en in Frankrijk zien. De afgelopen week werden er gemiddeld 2103 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een stijging van 32% in vergelijking met de week ervoor. Op woensdag 30 september hebben we zelfs ruimschoots de kaap van 3000 nieuwe gevallen op één dag overschreden. Het hoogste aantal besmettingen doet zich nog steeds voor bij de 20-jarigen, op de voet gevolgd door de oudere tieners. Het aantal besmettingen neemt verhoudingsgewijs af met de leeftijd, maar stijgt weliswaar ook bij de oudere leeftijden. We zien onder andere een onrustwekkende stijging bij de 90-plussers. Sinds begin september is het aantal gevallen bij de 90-plussers bijna vertienvoudigd. En dat is toch wel verontrustend, vooral omdat het hier om een zeer kwetsbare leeftijdsgroep gaat. Zoals gezegd, we zien toenames in alle provincies, maar weliswaar lijken de toenames het grootst momenteel in de Waalse provincies, met uitschieters van plus 95% in Namen en plus 67% in de provincie Luxemburg. Het grootste aantal nieuwe gevallen blijven we vaststellen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier werden de afgelopen week 466 nieuwe gevallen vastgesteld per dag en dat is een stijging van 37%. De gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Brussel-Stad, Schaarbeek en Anderlecht springen het meest in het oog. Ruim 10% van alle gevallen die de afgelopen week in België werden vastgesteld, waren afkomstig uit deze 4 gemeenten. Het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen wordt vastgesteld in de provincie Antwerpen, namelijk 294 per dag. En dat is een bescheiden toename van 4%. Afgelopen week waren er gemiddeld 77 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. En dat is een toename van 21% in vergelijking met de week ervoor. Ook het aantal COVID-patiënten dat op intensieve zorgen behandeld wordt, gaat in stijgende lijn. Momenteel gaat het om 186 patiënten op intensieve zorgen en dat zijn er 38% meer dan de week ervoor. 52 patiënten, of ongeveer een derde van het totaal, wordt momenteel behandeld in ziekenhuizen gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. In Antwerpen gaat het momenteel om 33 patiënten, in Luik om 27 patiënten en in Oost-Vlaanderen en Henegouwen telkens om 18 patiënten. De overlijdens tenslotte blijven ondertussen ook verder toenemen. De afgelopen week was er een verdubbeling van het aantal gemelde overlijdens, gaande van 4,7 overlijdens per dag tot 9,4 overlijdens per dag nu. In het licht van het stijgend aantal ziekenhuisopnames zouden we u graag wat toelichting geven bij het stappenplan dat uitgewerkt werd om de COVID-patiënten in optimale omstandigheden op te vangen en de best mogelijke zorg te geven in onze ziekenhuizen. Dit stappenplan voor de ziekenhuizen is gebouwd op een aantal belangrijke principes. We willen in de eerste plaats zoveel mogelijk de normale werking van onze ziekenhuizen veiligstellen. Zo kan de normale zorg voor alle patiënten blijven doorgaan.
Geplande onderzoeken en ingrepen kunnen dus kwaliteitsvol en in alle veiligheid blijven doorgaan. Als u medische klachten heeft die niets met COVID te maken hebben, aarzel dan nooit om een afspraak te maken in het ziekenhuis. U zal geholpen worden op een veilige manier. Zorg uitstellen is nooit een goed idee, want het kan uw klachten alleen maar erger maken. We willen met dit stappenplan ook de werkdruk op het personeel van onze ziekenhuizen zo goed mogelijk spreiden. Zeker wanneer het aantal COVID-patiënten lokaal toeneemt. Vergeet niet dat onze artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers in onze ziekenhuizen al enorme inspanningen geleverd hebben de afgelopen maanden. Ze verdienen daarvoor onze aandacht en ons respect. Zo zorgt het stappenplan voor solidariteit tussen onze ziekenhuizen. Door samen te werken worden COVID-patiënten gelijk verdeeld over de ziekenhuizen in heel ons land. Het plan heeft verschillende fases, gaande van fase 0, 1a, 1b, 2a tot 2b. In de eerste fase wordt in elk ziekenhuis 15% van de beschikbare bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor COVID-patiënten. Bijkomend voorziet elk ziekenhuis ook 4 keer die capaciteit aan bedden voor patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben. Dus in de laagste fase betekent dat voor heel België een onmiddellijke beschikbaarheid van 300 bedden op intensieve zorgen en 1200 bedden op de gewone COVID-afdelingen. De ziekenhuizen kunnen normaal blijven functioneren en er zijn meer dan voldoende bedden voor alle soorten behandelingen en ingrepen. Vandaag liggen er in ons land 186 COVID-patiënten op intensieve zorgen en 866 op de gewone zorgenafdelingen. Als het aantal COVID-patiënten stijgt, dan voorziet het plan in de volgende fase ook steeds een stijging van het aantal bedden op intensieve zorgen en op de normale COVID-afdelingen. We reserveren dan in functie van het aantal gevallen 25%, 50% tot 60% van alle intensieve bedden voor COVID-patiënten. De ziekenhuizen werken in deze fase nog steeds op hun normale regime, maar moeten wel gefaseerd wachttijden in de planning van de normale zorg inbouwen. Vanaf fase 2 worden er bijkomende bedden gecreëerd voor COVID-patiënten. We bevinden ons momenteel nog steeds in fase 0 of fase 1, afhankelijk van het ziekenhuis. In de hoogste fase van het plan zullen we meer dan 2000 bedden hebben op intensieve zorgen. En bijkomend worden er nog eens 8000 bedden vrijgemaakt op de gewone COVID-afdelingen. Wanneer we echter moeten opschalen naar zo'n hogere fase, omdat het aantal patiënten stijgt, kan dit weliswaar een impact hebben op de normale werking van het ziekenhuis. En dat willen we vooral zo lang mogelijk vermijden. Hiervoor hebben we 2 middelen in onze handen. Allereerst, en dat ligt in de handen van ons allemaal, willen we het aantal infecties zo laag mogelijk houden. En daar speelt iedereen een belangrijke rol in. Namelijk door de 6 fameuze gouden basisregels goed te blijven toepassen. Beperk uw dichte contacten, hou voldoende afstand daarbuiten en blijf ook thuis als u zich ziek voelt. Als tweede middel, om de druk op de ziekenhuizen zo beperkt mogelijk te houden, wordt er ook reeds in een vroeg stadium ingezet op een dynamisch spreidingsplan. Momenteel is het bijvoorbeeld drukker in een aantal ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, omdat er in die regio ook meer COVID-patiënten zijn dan in andere streken. Een aantal ziekenhuizen bevindt zich daar in fase 1a of 1b. Dat wil zeggen dat tussen de 15 tot maximum 50% van de bedden op intensieve zorgen ingenomen zijn door COVID-patiënten. Het aantal bedden kan opgeschaald worden indien naar fase 2 wordt opgeschakeld. Maar dat is momenteel nog niet het geval. Er wordt eerder om gekozen om deze ziekenhuizen te ontlasten door patiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen, Waals-Brabant en Henegouwen bijvoorbeeld. En dit is mogelijk omdat er een centraal team is
dat dagelijks het overzicht bewaart over alle opnames in alle Belgische ziekenhuizen en de ziekenhuizen helpt met de gepaste doorverwijzing. Zo kunnen patiënten niet enkel binnen het lokale ziekenhuisnetwerk gespreid worden, maar ook tussen netwerken van andere ziekenhuizen en tussen verschillende provincies. Om deze dispatching en het vervoer van de patiënten tussen de ziekenhuizen te ondersteunen en te begeleiden, doet de FOD Volksgezondheid beroep op een gespecialiseerd medisch team van het ministerie van Defensie. Dit team heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd bij complexe operaties en beschikken over de nodige logistieke middelen om alles vlot en veilig te organiseren. Deze samenwerking tussen Defensie en volksgezondheid is dan ook een mooi voorbeeld van de wijze waarop de overheid alle middelen inzet om ons land door deze moeilijke periode te loodsen. Dank u. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors malheureusement, la stabilisation que nous avions espérée la semaine dernière n'est plus d'actualité. Au contraire, on constate à nouveau une nette augmentation du nombre de cas dans toutes les provinces et dans tous les groupes d'âge. Ce faisant, la trajectoire belge rejoint celle des pays qui nous entourent, comme la France et les Pays-Bas par exemple. Au cours des 7 derniers jours, on a compté en moyenne 2103 cas nouveaux cas par jour. Ceci est une augmentation de 32% par rapport à la semaine qui a précédé. Et pour donner un exemple frappant, le mercredi 30 septembre, nous avons largement franchi le cap de 3000 nouveaux cas en une journée. Comme on le disait, ces augmentations se retrouvent dans tous les groupes d'âge, sachant bien que c'est toujours le groupe de 20 à 29 ans qui est le plus important, suivi par les adolescents les plus âgés, donc le groupe 10 à 19, mais centré sur ce qui est 17 à 19 ans. Le nombre d'infections diminue par la suite en fonction de l'âge, mais malgré tout, il continue à augmenter chez nos aînés, comme nous le soulignons depuis plusieurs conférences de presse. En pratique, un chiffre qui nous inquiète particulièrement, c'est ce qui se passe actuellement chez les plus de 90 ans. Un exemple frappant, puisque depuis début septembre, on constate que le nombre de cas dans cette tranche d'âge a été augmenté de 10 fois. Il a donc décuplé pendant la période d'un mois. On l'a déjà dit aussi, cette augmentation est présente dans toutes les provinces, bien que, actuellement, ce soit essentiellement les provinces wallonnes qui sont les plus frappées, avec, comme vous le voyez, une augmentation de l'ordre de 95% dans la province de Namur et de 67% dans le Luxembourg. En nombre de nouveaux cas, la première position est toujours tenue par la région de Bruxelles-Capitale, avec 466 nouveaux cas diagnostiqués par jour la semaine dernière, soit une augmentation de 37%, ce qui est du même ordre de grandeur que l'augmentation globale pour le pays. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, les communes de Molenbeek, de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek et d'Anderlecht sont les plus touchées, à un point tel que l'ensemble de ces communes font 10% de l'ensemble des nouveaux cas diagnostiqués dans toute la Belgique la semaine passée. La deuxième plus important nombre de cas se trouve, je dirais comme d'habitude, à Anvers, mais où l'augmentation est modeste de 4% pour atteindre 294 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse aux hospitalisations, on retrouve le même trend malheureusement vers le haut que nous signalons depuis quelques jours, avec 77 nouvelles admissions par jour, soit plus 21%. Au sein de ces patients qui sont hospitalisés, le nombre de patients qui se trouvent en soins intensifs est également en augmentation. Actuellement, il y a dans le pays 186 patients qui sont en soins intensifs, soit 38%, on retrouve ces 30 à 40% toujours de plus que la semaine dernière. À peu près un tiers de ces patients, soit 52 patients,
sont traités dans des hôpitaux de la région de Bruxelles-Capitale. On a 33 patients dans la province d'Anvers, on a 27 patients en province de Liège et on a 18 patients tant en Flandre orientale qu'au Hainaut. Malheureusement aussi, le nombre de décès suit ces augmentations des nombres de cas et du nombre d'hospitalisés. On a pratiquement doublé le nombre de décès en une semaine qui est passé de pratiquement 5 décès à déplorer par jour à presque 10 décès, en l'occurrence 9,4 décès par jour actuellement. Alors dans ce contexte d'augmentation du nombre de cas et surtout d'augmentation des hospitalisations, nous souhaitons vous donner quelques informations concernant les étapes du plan qui sont prévues afin que les patients Covid soient à la fois répartis et traités de manière la plus optimale dans nos hôpitaux, mais qu'aussi le reste des soins puisse être assuré de manière adéquate. Il existe dans ce contexte ce qu'on appelle une feuille de route pour les hôpitaux qui repose sur un certain nombre de principes importants. Le premier de ces principes, c'est d'assurer le plus longtemps possible un fonctionnement normal pour les différents hôpitaux. Un fonctionnement normal, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, et cette fois-ci il ne faudra certainement pas, négliger les soins classiques pour les autres pathologies que le Covid. Retarder une prise en charge, on le sait, peut être délétère, et c'est ceci qui doit être évité le plus longtemps possible. Si vous avez des plaintes autres que celles liées au Covid, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si nécessaire dans les hôpitaux pour que les soins adéquats y soient fournis de manière à la fois qualitative mais aussi dans la plus grande sécurité par rapport à un risque de transmission. Nous souhaitons également répartir au mieux la charge de travail pour le personnel des hôpitaux. La charge de travail est particulièrement lourde, vous le savez, lorsqu'il y a des patients Covid. Ça explique qu'on prend plus de temps pour les traiter et que donc le poids pour le personnel est plus important. Et nous savons tous que le personnel, tant les médecins, les infirmières que le reste du staff des hôpitaux, ont beaucoup travaillé, ont beaucoup donné pendant plusieurs mois. Ils méritent toute notre attention et notre respect dans ce contexte-là. Ils méritent qu'on évite au maximum que cette surcharge soit mal répartie, éventuellement dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, le plan par étapes assure la solidarité entre les hôpitaux. En travaillant ainsi ensemble, les hôpitaux pourront répartir les patients Covid pour diminuer le poids de leur charge, mais aussi assurer à ces patients le meilleur traitement possible. En pratique, le plan comporte différentes phases, une phase 0, une phase 1A, 1B et une phase 2A, 2B. Dans cette phase 0, la première phase, 15% des lits de soins intensifs disponibles dans chaque hôpital sont réservés pour des patients Covid. En outre, chaque hôpital réserve 4 fois cette capacité en lits normaux pour des patients Covid, mais qui ne nécessitent pas des soins intensifs. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que pour la Belgique, cela met à disposition de ces patients 300 lits de soins intensifs et 4 fois plus, donc 1200 lits réguliers pour les patients infectés par le virus. Ceci permet alors à nos hôpitaux de fonctionner normalement, d'assurer le reste des soins, le reste des hospitalisations, le reste des opérations par exemple. Il y a assez de lits qui sont possibles dans ce contexte-là. Pour rappel, on l'a dit là tantôt, nous avons actuellement 186 patients Covid en soins intensifs et nous avons 866 patients en lit ordinaire. Si le nombre de patients vient augmenter, le plan prévoit une augmentation du nombre de lits tant en soins intensifs que dans les services réguliers, permettant alors, en fonction du nombre de cas, de réserver 25% en phase 1A, 50% en phase 1B, voire 60% en phase 2A de lits intensifs à ce type de patients. Les hôpitaux travaillent, ou en tout cas essayent alors toujours de travailler à leur régime normal, mais il est bien clair que l'augmentation du nombre de cas leur demandera de phaser, d'avoir des temps d'attente, de planifier les soins normaux. Certaines interventions chirurgicales, entre autres non urgentes, devront y être
reportés ou suspendus. À partir de la phase 2, je vous rappelle qu'il y a une phase 2A, une phase 2B, des lits supplémentaires seront créés, ce qu'on a connu d'ailleurs au mois de mars et au mois d'avril. Nous sommes actuellement en phase 0 ou en phase 1, je vous le rappelle, ça dépend des hôpitaux, ça dépend des provinces. Dans la phase ultime du plan, qui est la phase 2B, au moins 2000 lits de soins intensifs seront alors disponibles pour les patients en Covid et 8000 lits supplémentaires dans les services réguliers. Ceci rejoint le type de chiffre que nous avions au pic de la pandémie au mois d'avril. Lorsqu'on doit passer à une phase ultérieure du plan, parce que le nombre de patients augmente, cela a clairement un impact sur le travail normal de l'hôpital. Nous voulons éviter au maximum cet impact, en tout cas le retarder le plus possible, et pour cela, il y a 2 ressources disponibles. La première, c'est celle que vous et moi pouvons appliquer. En pratique, maintenir le nombre d'infections le plus bas possible. C'est quelque chose que nous vous répétons jour après jour, mais qui prend de plus en plus d'importance et qu'il faut donc appliquer. Nous avons tous un rôle important dans cette première possibilité. C'est la fameuse application des 6 règles d'or, le distanciement, le port du masque nécessaire, le lavage des mains, le fait de ne pas se mettre dans la communauté si on est malade sont parmi les plus importantes d'entre elles. Le deuxième moyen, c'est de limiter au maximum des pressions inadéquates sur certains hôpitaux qui pourraient les déstabiliser. Et donc, ceci implique qu'il faut un plan de distribution dynamique au sein des différents hôpitaux qui soit appliqué le plus rapidement possible, en n'attendant pas que la situation soit délicate dans certains d'entre eux. Prenons un exemple qui est la situation actuelle. Devant un nombre de patients particulièrement important dans le Brabant flamand et la région de Bruxelles-Capitale, un certain nombre d'hôpitaux de ces 2 régions sont avec une occupation importante de lits Covid. Ils sont donc en phase 1A ou pour certains 2 même en phase 1B. 25 à 50% des lits de soins intensifs de ces hôpitaux sont occupés par des patients Covid, ce qui est une charge importante de travail. Pour soulager ces hôpitaux, il a été décidé très tôt de diriger des patients hospitalisés vers d'autres provinces qui sont actuellement moins touchées, comme par exemple dans la partie flamande du pays, la Flandre orientale, ou comme le Brabant wallon et le Hainaut dans la partie francophone. Ceci est possible parce qu'il existe effectivement une équipe centralisée qui a une vue d'ensemble sur la situation des hôpitaux dans tout le pays et qui ne dépend pas des bassins hospitaliers classiques ou des provinces telles qu'elles sont administrativement délimitées. De cette manière, les patients peuvent être répartis en dehors justement du réseau classique des hôpitaux ou en dehors des limites provinciales. Pour guider cette répartition, pour assurer le transport des patients sans désamorcer le reste des soins de santé, le SPF Santé publique a fait appel à une équipe spécialisée du ministère de la Défense. Ce ministère a de longue date l'habitude et l'expérience d'opérations complexes. Il dispose à la fois des ressources logistiques et du nombre de personnes nécessaires pour organiser tout ceci en sécurité. Et donc cette coopération entre le ministère de la Défense et la Santé publique est un bon exemple dans l'utilisation aux justes mesures de tous les moyens à disposition pour traverser cette période difficile et essayer d'amortir le choc potentiel sur nos hôpitaux. Merci. Goedemorgen. De evolutie van de cijfers is absoluut niet goed. Iedereen moet beseffen dat we de situatie niet langer kunnen relativeren of erger nog minimaliseren. Laksheid en onverschilligheid zijn immers de trouwe bondgenoten van dit virus. Sommige mensen zullen zich moedeloos voelen door deze aanslepende situatie. Het duurt inderdaad al maanden en we beseffen dat het ook nog maanden zal duren. Blijf dus aandacht hebben voor uw eigen welzijn en het welzijn van familie en vrienden. Indien nodig kan je contact opnemen met gespecialiseerde organisaties,
Een overzicht van deze organisaties kan je onder andere vinden op de website info-coronavirus.be. De huidige situatie moet ons motiveren om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Enkel samen kunnen we de verspreiding van het virus afremmen. We moeten niet lijdzaam toekijken naar de evolutie van de cijfers. We zijn allemaal een actor en een deel van de oplossing. Ons gedrag bepaalt immers de curve. Respecteer dan ook rigoureus de bestaande maatregelen. Deze maatregelen zijn effectief, maar enkel als ze op een solidaire en collectieve manier worden toegepast. Heb aandacht altijd en overal voor de 6 gouden regels. We kunnen het niet voldoende herhalen. Sinds vorige week beschikken we ook over een complementair instrument om de verspreiding van het virus af te remmen, namelijk de applicatie Corona Alert. Deze applicatie zal het contactonderzoek nog meer slagkracht geven. 657.000 mensen hebben deze applicatie al geïnstalleerd op hun smartphone, waarvoor onze dank. We doen echter een oproep aan iedereen die de applicatie nog niet heeft geïnstalleerd. Deze app is een bijkomend afweermiddel tegen het virus dat we allemaal zo beu zijn. Ik begrijp dan ook werkelijk niet waarom er mensen zijn die geen 2 minuten van hun tijd willen investeren om deze gratis tool te installeren. Mensen die nog vragen hebben over de werking van deze applicatie, onder andere over de privacy of over de batterijverbruik, kunnen informatie vinden op de website coronaalert.be. Maar nogmaals, neem uw verantwoordelijkheid en neem 2 minuten van uw tijd om deze applicatie te installeren. We roepen alle bedrijven, organisaties, scholen, sportclubs en dergelijke meer op om via hun interne informatiekanalen hun mensen aan te moedigen om deze applicatie te installeren. Tot slot willen we op deze dag van de leerkracht alle leerkrachten bedanken voor hun inzet. In zeer moeilijke omstandigheden zijn ze er dankzij hun engagement en creativiteit in geslaagd om de lessen te laten doorgaan. Ook de komende maanden zullen zeer uitdagend worden. We wensen u dan ook alle succes de komende weken en maanden. We rekenen op uw creativiteit en engagement om onze leerlingen blijvend onderwijs te geven. Dank u wel. Bonjour. L'évolution des chiffres ne va pas aujourd'hui dans la bonne direction. On a pu tous le constater. Tout le monde doit réaliser que nous ne pouvons plus continuer à relativiser, voire à minimaliser la situation. Les dangers sont les suivants. L'indifférence et le laxisme sont des partenaires très fidèles pour le virus. Certaines personnes sont peut-être découragées au regard de cette situation qui s'éternise, et on le comprend tous. Cela dure en effet depuis plusieurs mois, et cela risque, et nous le réalisons maintenant, de durer encore plusieurs mois. Nous devons rester vigilants pour notre bien-être, mais aussi pour le bien-être de nos familles, de nos proches. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec les différentes organisations spécialisées qui existent pour vous soutenir. Vous pourrez trouver un aperçu de toutes ces organisations sur le site central info-coronavirus.be. À la vue de ce qui se passe notamment dans les autres pays, la situation d'aujourd'hui doit au contraire nous motiver. Parce qu'on le sait, c'est uniquement si on en agit ensemble qu'on va pouvoir continuer à ralentir la propagation du virus. On ne peut pas simplement être passif quand on regarde l'évolution des chiffres. On le sait, on le dit et on le répète, on est tous acteurs de notre santé. On est tous acteurs de la protection de nos proches. Et on est tous une partie de la solution. Alors on ne peut que répéter que nos comportements vont déterminer la courbe. On l'a vu et on le verra encore. Alors respectons rigoureusement les mesures qui existent déjà maintenant. Ces mesures ne sont efficaces que si, tous, de manière collective et solidaire, nous les suivons. Soyons donc vigilants, encore et toujours, pour les 6 règles d'or. Depuis une semaine, nous disposons d'un instrument complémentaire pour nous aider à limiter la propagation du virus. Et cet instrument, vous en avez entendu parler, c'est l'application Corona Alert. Cette application donne une force de frappe supplémentaire au suivi des contacts.
Aujourd'hui, 657 000 personnes ont déjà installé l'application sur leur smartphone. Nous les remercions évidemment parce qu'en faisant ce geste, vous avez pris vos responsabilités. Et nous faisons aussi un appel aux autres, aux personnes qui n'ont pas encore installé l'application sur leur smartphone. Cette application est un moyen de défense complémentaire contre le virus, contre ce virus dont lequel nous en avons tous assez. Il est dès lors peu compréhensible que certaines personnes ne prennent pas, ne fût-ce que 2-3 minutes de leur temps, pour installer cette application gratuite. Et si vous avez encore des questions ou des doutes sur le fonctionnement de cette application, allez sur le site web coronalert.be. Nous lançons un appel aussi à toutes les entreprises, les organisations, les écoles, les clubs sportifs ou autres, afin qu'ils invitent leurs membres, leur personnel, à installer l'application sur leur smartphone. Cela fait partie aussi de la protection collective. Et pour finir, nous voulons, en cette journée mondiale des professeurs, remercier l'ensemble des enseignants pour leurs efforts. Dans des circonstances très difficiles, très particulières, ils ont réussi malgré tout, et grâce à leur engagement, grâce à leur créativité, à enseigner, à continuer à éduquer, à continuer ce noble métier pour nos enfants. Alors dans les prochains mois qui seront aussi et encore pleins de défis, nous leur souhaitons énormément de succès et merci à eux et merci à vous. Nous passons maintenant aux questions de journalistes. Face à l'augmentation des chiffres, estimez-vous qu'on a manqué d'anticipation? Alors, d'une part, depuis plusieurs mois maintenant, les fameuses 6 règles d'or ont été clairement établies. Et ces règles d'or sont largement répandues et enseignées. Je pense qu'on ne peut pas dire effectivement que les mesures nécessaires ne sont pas connues, ne sont pas informées dans la population et que rien n'est fait à ce niveau-là. Bien sûr, dire n'est pas suffisant, c'est appliquer qui est important. Et appliquer, c'est notre tâche à tous, à nous, mais à vous aussi. Par ailleurs, l'augmentation des chiffres dont nous faisons part aujourd'hui est une augmentation qui se fait ressentir depuis des semaines et que nous répercutons 3 fois par semaine lors de ces conférences de presse en réitérant à chaque fois les mesures que nous pensons tous être nécessaires pour diminuer cette augmentation. Là aussi, l'information est clairement disponible. À chacun d'entre nous maintenant d'en tenir compte et avec les règles d'or, de lutter pour que cette augmentation ne continue pas. Heeft u gezien de stijgende cijfers de indruk dat men te weinig anticipeerd heeft? Wel, we waarschuwen ondertussen al meerdere weken voor een stijging van de cijfers. Een stijging die zich geleidelijk aan is blijven doorzetten, die we nu ook beginnen te merken in de ziekenhuizen. Dat was niet geheel onverwacht. De komst van de herfst, het slechte weer, algemene toename van de mobiliteit van de mensen, het opnieuw opstarten van verschillende activiteiten in de samenleving, ja, zetten extra druk natuurlijk op de epidemie en laten het virus makkelijker spreiden. Het is zo dat we weken, maanden geleden tot nu steeds zijn blijven herhalen dat de basisregels echt de sleutel zijn om dit virus te vertragen. En we hebben altijd blijven inzetten op een goede communicatie, goed begrip en respect voor het toepassen van de basisregels. Want ik geloof echt dat we daarmee het grootste verschil kunnen maken. Die communicatie kan nog duidelijker, die kan nog beter, die kan ook nog beter doorstromen naar heel wat bevolkingsgroepen. Dus daar kan nog verbetering in komen. Maar het is niet zo dat je met het bijcreëren van extra maatregelen noodzakelijk de grootste impact gaat hebben als de basis nog onvoldoende sterk is. Dus ik wil blijven herhalen dat die basisregels, dat echt de sleutel is. We weten dat het merendeel van de infecties ook plaatsvinden in de familiale sfeer, in de privésfeer. En daar ligt de sleutel in de handen van de mensen zelf. Daar kan de overheid op zich niet altijd de gewenste impact hebben. Dus,
kan de stijging van het aantal positieve gevallen verklaard worden door personen die wel positief testen, maar al verschillende weken of maanden niet meer besmettelijk zijn? Wel, het is zo dat wanneer we spreken over een stijging van de curves, dat we dan altijd kijken naar heel wat parameters tegelijkertijd. We kijken enerzijds naar het aantal positieve testen, maar we kijken ook naar de gegevens die we krijgen van de pijlartsen. We kijken naar de hospitalisaties in de ziekenhuizen, naar het absenteïsme op het werk. En op basis daarvan maken we een analyse en communiceren we of we al dan niet een reële stijging zien of niet. We baseren ons dus nog nooit op enkel en alleen maar positieve PCR-testresultaten. Het klopt, wanneer men iemand test met een PCR-test, die test, dat is een uitstekende test, laat dat duidelijk zijn. Maar die is ook zeer gevoelig. Die is in staat om een heel klein spoor van virus nog te detecteren in de neus. En soms gaat het om een spoor van een oude infectie. Het kan zijn dat men weken geleden tot soms zelfs 2 maanden geleden een infectie heeft opgelopen. Men is volledig hersteld, maar er blijft nog een klein spoortje van het virus achter in de neus. En dat kan opgepikt worden met een PCR-test. Wanneer we dus wildweg gaan screenen, zonder duidelijke indicaties, dan ga je dit soort mensen oppikken en zou je verkeerdelijk kunnen besluiten dat zij een actieve infectie meemaken, terwijl het eigenlijk om een oude infectie gaat. Dus het is heel belangrijk, een testresultaat, dat men dat ook steeds kadert in het grotere geheel. Heeft die persoon symptomen? Is die mogelijk blootgesteld geweest? Of andere context moet allemaal in rekening gehouden worden. En dat is ook de taak natuurlijk van de behandelende arts. Dus een deel van die testen inderdaad slaan op oude infecties, maar een heel groot deel niet. Dat weten we uit tal van gegevens. Dus de stijging die we momenteel rapporteren en ook die zich al sinds enkele weken in gang heeft gezet, is wel degelijk een reële stijging. L'augmentation des cas positifs peut-elle s'expliquer par des personnes encore positives, mais non contagieuses, parce qu'ils ont eu le Covid il y a plusieurs semaines ou mois? Alors, lorsque nous regardons ce qui se passe, nous ne regardons pas un seul paramètre, qui est par exemple le nombre de cas, mais nous regardons différents paramètres. Différents paramètres comme ceux qu'on a évoqués aujourd'hui, par exemple les hospitalisations, mais aussi d'autres paramètres qu'on évoque parfois, comme l'augmentation des syndromes respiratoires aigus ou l'absentéisme au travail. Et c'est globalement, par rapport à l'ensemble de ces paramètres, que nous donnons la direction de ce qui se passe actuellement concernant le Covid. Ce n'est donc pas seulement la positivité de tests PCR qui nous donne les indications. Si on revient à ces tests PCR, ce sont d'excellents tests extrêmement sensibles, et cette sensibilité peut parfois effectivement faire ainsi diagnostiquer des personnes qui sont simplement porteuses encore de virus mort. On peut ainsi détecter, en fonction de la manière dont on fait fonctionner les machines au laboratoire, des déchets viraux pendant des semaines ou encore des mois parfois après la phase aiguë, à un moment où très clairement la personne n'est plus contagieuse. Rappelons-le, on estime qu'on est contagieux pendant 1 semaine après le début des symptômes cliniques en moyenne. Donc très clairement, effectivement, le test PCR en lui-même doit être relativisé et mis dans un contexte que le clinicien peut percevoir. Par exemple, la personne a-t-elle eu des symptômes 1 semaine, 15 jours, 3 semaines avant, ce qui permettrait de mieux situer le risque de contagion lié à cette personne bien précise. Les tests PCR ont donc leurs limites, on le sait, mais actuellement, c'est avec eux que l'on peut fonctionner au mieux. Pourquoi ne pas utiliser des tests plus précis qui font la différence entre virus mort et virus vivant? Alors, il y a effectivement moyen de voir si le virus est vivant ou pas. Ce sont des moyens qui sont disponibles dans les laboratoires de référence, tels qu'ils existent en Belgique, entre autres au niveau de la KUL. Ces techniques sont des techniques qui sont non seulement lourdes, mais qui prennent surtout beaucoup de temps. Elles prennent beaucoup de temps, c'est-à-dire plusieurs jours jusqu'à 1 semaine, et ce faisant, elles ne donnent donc un résultat
que beaucoup trop tard par rapport à l'applicabilité, par rapport au patient lui-même. Pendant tout ce temps-là, effectivement, soit le patient sera isolé, soit le patient sera dans la nature. Si dans la nature, il peut être contagieux. S'il est isolé, il va être isolé pendant un temps qui va correspondre à la période d'infection, c'est-à-dire de 7 jours pratiquement. Ces tests donc pour voir si un virus est vivant ou pas ne sont de facto pas applicables à la clinique, mais sont des tests de laboratoire et aucun pays de par le monde ne les introduit, ne les inclut dans son système de surveillance. Waarom geen nauwkeurigere tests gebruiken die het verschil maken tussen dood en levend virus? Wel, er bestaan testen die toelaten om na te gaan of het virus actief is. Virologen spreken in principe niet over dood of levend, maar over actief of inactief virus, dat terzijde. Het gaat voornamelijk om virusisolatietesten. Dat betekent dat men in het labo een deel van het staal op een celcultuur gaat aanbrengen en dan gaat zien of het virus groeit op die cellen. Die testen zijn beschikbaar in België, maar die zijn niet geschikt voor diagnose van mensen, omwille van 2 redenen. Ten eerste, ze duren vrij lang. Het duurt meerdere dagen tot een week vooraleer men een resultaat heeft. Tegen dan is de patiënt hopelijk al lang genezen. En anderzijds is het ook zeer moeilijk om deze testen op te schalen. We kunnen ze doen, enkele tientallen per dag, misschien enkele honderdtallen, maar geen duizenden of tienduizenden testen per dag. Dat is praktisch niet realiseerbaar. Langs de andere kant is het ook wel mogelijk om aan de hand van een PCR-resultaat een indicatie te krijgen of het virus al dan niet nog actief is en of de patiënt al dan niet nog besmettelijk is. PCR-testen laten soms toe om ook de sterkte van het signaal af te lezen. Wanneer je een sterk PCR-signaal krijgt, en dat komt overeen met een zogenaamde lage CT-waarde, dan betekent dat er veel virus in de neus zit. En dan is het heel waarschijnlijk dat het gaat om actief virus en om een patiënt die ook besmettelijk is. Wanneer dat PCR-resultaat heel zwak is, en dat gaat dan om een hoge CT-waarde, dan kan je ervan uitgaan dat het mogelijk een oude infectie is, dat het virus niet meer actief is, dat de patiënt niet meer besmettelijk is. Het zou ook het begin van een infectie kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk een beetje de twist. Het kan enerzijds wijzen op een irrelevant signaal, of het kan anderzijds wijzen op een zeer relevant signaal van een infectie die nog moet aan kracht winnen. Het probleem is dat heel vaak de PCR-testen die gebruikt worden door onze labo's omwille van bepaalde technische redenen niet toelaten om CT-waarden te rapporteren. Het gaat enkel om een positief of een negatief signaal. In andere labo's kan dat wel, maar dat hangt een beetje vanaf welk systeem men werkt, welke leverancier men gekozen heeft om de testen uit te voeren. Het is dus vaak niet mogelijk om dat kwantitatief signaal uit de test te halen. Is het mogelijk dat we terugkeren naar de situatie van april, waarbij de ziekenhuizen voornamelijk met COVID-patiënten bezig zijn? Wel, ik denk dat het antwoord daar is dat we dat vooral absoluut willen vermijden. Zoals we net aangegeven hebben in de persconferentie, enerzijds door het virus zoveel mogelijk te vertragen. En de sleutel ligt daar in elk van onze handen. Anderzijds door de solidariteit tussen de ziekenhuizen te faciliteren. Het is zo dat we momenteel nog in een fase zitten waarin de ziekenhuizen de normale zorgen perfect kunnen blijven garanderen. Het spreidingsplan is reeds in voege getreden in een zeer vroeg stadium, juist met de bedoeling om al een aantal ziekenhuizen preventief en voortijdig te ontlasten. Maar we hopen vooral dat dit niet meer gaat nodig zijn. Hè. En daarom dat we al die maatregelen communiceren en vragen om toe te passen. En ook dat we grote solidariteit vragen aan de ziekenhuizen. Serait-ce envisageable de revenir à la situation d'avril où les hôpitaux ne traitent que des patients Covid? Alors le but de toutes les mesures qui sont prises actuellement et qui sont prévues est bien sûr d'éviter cela. Et pour éviter cela, comme on l'a dit, nous pouvons, participer nous-mêmes en ralentissant la progression de la pandémie
Et d'autre part, nous sommes devant une situation où la préparation est totalement différente de celle qu'on a connue en mars-avril, tant au niveau des hôpitaux, on l'a exposé aujourd'hui avec les différentes phases et la répartition des patients, qu'au niveau de la disponibilité des différents moyens de protection et de la protection que l'on peut assurer ou attendre au niveau des maisons de repos qui posaient un réel problème et dont les patients ne devraient plus être atteints de la même manière, ce qui par ailleurs donnerait moins de patients qui se dirigeraient vers les hôpitaux. Le but est très clairement de garder une qualité de soins généraux non liés au Covid le plus longtemps possible. Quelles opérations ou soins risquent d'être suspendus dans les hôpitaux si le nombre de personnes en soins intensifs augmente? Alors il s'agit de toutes les pathologies pour lesquelles les soins intensifs sont nécessaires et on songe entre autres aux pathologies chirurgicales pour lesquelles des interventions peuvent conduire à séjourner pendant quelques jours en soins intensifs. Globalement, ce sont essentiellement donc les pathologies chirurgicales qui seraient touchées, certainement pas les pathologies chirurgicales aiguës, bien sûr, si possible pas toutes celles qui sont semi-urgentes, mais, et cela dépendra d'un hôpital à l'autre, parce que chaque hôpital a un peu ses spécificités, et entre autres dans des domaines chirurgicaux, des spécialités comme par exemple en orthopédie, des mises en place de prothèses, pour des soins importants pour le confort de vie, mais qui peuvent attendre quelques mois, ou d'autres situations dans lesquelles le caractère aigu n'est pas présent et donc qui puissent être reportés. Welke operaties of zorgen dreigen te worden stopgezet in ziekenhuizen als het aantal mensen op de afdeling intensieve zorgen toeneemt? Wel, dit kan natuurlijk variëren van hospitaal tot hospitaal, maar in essentie gaat het om die ingrepen die niet dringend zijn en die kunnen uitgesteld worden zonder dat dat ernstige gevolgen heeft voor de patiënt. We moeten dan onder andere denken aan bepaalde orthopedische ingrepen, het plaatsen van bepaalde prothesen die men een tijdje kan uitstellen. Dringende zorg, dringende operaties zullen altijd blijven doorgaan. Daarvoor worden ook altijd een deel van de intensieve zorgbedden gereserveerd. Il y avait beaucoup de questions. On a pris le temps d'y répondre au mieux. On se retrouve mercredi à 11h pour la prochaine conférence de presse. Dus we komen terug woensdag om 11 uur. Bedankt.